Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Le ministre de l'Intérieur au chevet des agents des FSI blessés lors du coup de filet dans les milieux djihadistes de Tripoli. Nohad El-Machnouk est catégorique, aucun suspect ou repris de justice ne sera épargné, quelle que soit sa confession ou son affiliation politique. Nouvel échec des pourparlers entre représentants du gouvernement syrien et une partie de l'opposition à Moscou. Les délégations se sont séparées sans fixer de date pour leur prochaine rencontre. En Égypte, la justice confirme la peine de mort à l'encontre du guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badia. Une décision qui concerne aussi d'autres membres de la confrérie, accusés comme lui d'avoir cherché à déstabiliser le pouvoir égyptien. Et à suivre également dans ce journal, Barack Obama et Raúl Castro se serrent la main en marge du sommet des Amériques à Panama. Un geste très attendu après le rapprochement de Washington et de la Havane. Les présidents américains et cubains doivent s'entretenir dans les prochaines heures. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu au chevet des agents des forces de sécurité intérieure blessés jeudi soir lors du coup de filet à Tripoli. Le djihadiste Oussama Mansour a été éliminé et l'imam extrémiste Khaled Hoblos arrêté. Ils étaient en fuite depuis les combats meurtriers contre l'armée au Liban Nord en octobre 2014. Hoblos est une prise précieuse pour les services de renseignement des FSI. Ce cher salafiste faisait l'objet de plusieurs mandats d'arrêt. Nohad El-Machnouk a déclaré que le plan de sécurité doit être parachevé pour anéantir les nids terroristes. Le chef de l'Intérieur a assuré qu'aucun suspect ou repris de justice ne sera épargné, quelle que soit sa confession ou son affiliation politique. Il s'est ensuite rendu au siège de la direction générale des FSI, où il a félicité les agents pour le succès de l'application de cette phase du plan de sécurité de Tripoli. En Syrie, l'armée a repoussé une attaque du groupe État islamique contre un aéroport militaire clé dans le sud du pays. Bilan, au moins 35 morts, dont 15 djihadistes. L'aéroport de Khalkhala est le seul aéroport militaire dans la province de Souaïda, jusque-là largement épargné par le conflit. Cet aéroport stratégique a déjà été attaqué à plusieurs reprises par des groupes rebelles et la branche syrienne d'Al-Qaïda, le Front al-Nusra. Il se situe sur l'autoroute qui relie Souaïda aux mains de l'armée à la capitale Damas. Toujours dans le sud du pays, les combattants du Front al-Nusra se sont retirés du poste frontière de Nassib dans la province de Deraa, laissant les rebelles le contrôler. Depuis le début de la semaine, des pourparlers étaient organisés à Moscou entre représentants du gouvernement syrien et une partie de l'opposition. Ils se sont achevés sans aucune avancée pour trouver une solution au conflit qui dure maintenant depuis plus de 4 ans. Les délégations s'étaient déjà rencontrées dans la capitale russe en janvier dernier sans que le moindre résultat ne soit obtenu. Problème, les groupes d'opposition les plus représentatifs n'étaient pas à Moscou, soit qu'ils avaient boycotté le rendez-vous, soit qu'ils n'y avaient pas été conviés. Les délégations se sont séparées sans fixer de date pour une nouvelle rencontre. Le conflit en Syrie a fait plus de 215 000 morts et des millions de déplacés. Un tribunal égyptien a confirmé ce samedi la peine de mort prononcée à l'encontre de Mohamed Badia, le guide suprême des frères musulmans. 13 autres accusés, membres de la confrérie, ont subi la même sentence. 2 d'entre eux sont en fuite. Des dizaines d'autres ont été condamnés à la prison à perpétuité. Ils sont accusés d'avoir mis en place une salle de planification des opérations pour semer le chaos dans le pays au lendemain du renversement de Mohamed Morsi en juillet 2013. Depuis cette date, c'est la 4e condamnation de Mohamed Badia. Un avion du Comité international de la Croix-Rouge a atterri ce samedi à Sanaa pour venir en aide aux victimes du conflit au Yémen. À son bord, 35 tonnes d'aide médicale et d'équipements de secours. Il s'agit de la 2e cargaison d'aide que le CICR réussit à faire parvenir par avion en 2 jours dans ce pays en proie aux violences. La coalition de 9 pays conduite par l'Arabie Saoudite a mené de nouveaux raids contre des positions de la milice Houthi et ses alliés. Les rebelles contrôlent Sanaa, des régions du centre et de l'ouest du pays, ainsi que des parties d'Aden, la grande ville du sud. L'intervention militaire de la coalition a débuté le 26 mars. Plus de 600 personnes ont été tuées. L'ONU redoute une catastrophe humanitaire. En Irak, le groupe État islamique poursuit son offensive sur Ramadi, la capitale de la vaste province d'Anbar. Les djihadistes se sont emparés de 2 quartiers des faubourgs nord. De grandes parties de l'Anbar étaient déjà aux mains des islamistes avant même l'entrée de l'EI dans Mossoul, la grande ville du nord de l'Irak en juin 2014. Mais Ramadi, la capitale provinciale, reste disputée. Les autorités locales ont demandé à Bagdad de dépêcher d'urgence des renforts militaires et du matériel.
Dans un instant, direction les États-Unis et la présidentielle de 2016. Hillary Clinton sera-t-elle candidate à la magistrature suprême ? Retour sur le plateau d'info du 1640. Des milliers de pèlerins à la traditionnelle cérémonie du feu sacré de la Pâque orthodoxe dans la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Une cérémonie sous haute surveillance policière. La basilique se trouve à l'endroit où, selon la tradition chrétienne, Jésus a été crucifié avant d'être mis au tombeau et ressuscité. Moment fort du christianisme oriental, ce rite millénaire, symbole d'éternité, de paix et de renouveau, a été suivi par les pèlerins en majorité d'Europe de l'Est, mais aussi de la communauté arabe orthodoxe de Terre Sainte. Ce rituel remonte au moins au IVe siècle. Au milieu de la liesse populaire, les pèlerins se sont pressés pour recueillir la flamme qui, transmise de cierge en cierge, a parcouru les ruelles de la vieille ville. C'est désormais officiel, l'Inde va acheter 36 avions de combat Rafale à la France. La décision a été officialisée vendredi au cours de la visite à Paris du Premier ministre indien Narendra Modi. Un contrat estimé à près de 4 milliards d'euros. C'est le deuxième accord passé en quelques semaines pour la vente à l'étranger d'avions Rafale. En février, l'Égypte avait annoncé l'achat de 24 exemplaires de cet appareil produit par Dassault. On écoute François Hollande. Monsieur le Premier ministre, je suis très sensible aux annonces que vous avez pu faire cet après-midi ici à Paris en matière d'énergie, d'espace, de développement durable et de défense. Et notamment votre volonté d'acheter 36 Rafales dans les meilleurs délais et de faire évoluer le contrat qui avait été passé, et le ministre de la Défense se rendra le plus rapidement possible en Inde. Ils se sont salués, se sont serrés la main et ont échangé quelques mots peu avant l'ouverture du sommet des Amériques au Panama hier soir. Les projecteurs sont braqués sur les présidents américains et cubains, dont les deux pays ont entamé un rapprochement historique ces derniers mois. Selon la Maison-Blanche, une véritable conversation entre Barack Obama et Raúl Castro doit avoir lieu ce samedi à l'heure panaméenne. Une première entre les chefs d'État des deux pays depuis 1956. Le rapprochement historique entre Washington et la Havane ne résout pas les tensions au sein de la société cubaine. Des militants pro-régime et des opposants se confrontent depuis plusieurs jours en marge du sommet des Amériques. On l'attendait depuis des mois et c'est dimanche à midi sur les réseaux sociaux que Hillary Clinton devrait annoncer sa candidature à la présidentielle américaine pour le camp démocrate. L'ancienne First Lady a déjà loué un bâtiment à Brooklyn qui sera sans doute son siège de campagne. Hillary Clinton, qui avait échoué contre Barack Obama en 2008, apparaît cette fois comme la favorite des démocrates pour la présidentielle de 2016. Elle rêve de devenir la première femme présidente des États-Unis. Quand son mari Bill a quitté la Maison-Blanche, Hillary Clinton a repris le flambeau politique pour devenir quelques années plus tard la première chef de la diplomatie américaine de Barack Obama. Direction la Thaïlande où un attentat à la voiture piégée a fait 7 blessés légers dans un centre commercial sur une île touristique du sud du pays. Parmi les victimes, une jeune Italienne âgée de 12 ans. L'explosion s'est produite sur l'île très touristique du Koh Samui du golfe de Thaïlande. D'après la police, la bombe était placée dans un pick-up garé dans le parking souterrain du centre commercial. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le véhicule aurait été volé dans la province de Yala, frontalière de la Malaisie dans l'extrême sud du pays. Une région traversée par un conflit qui oppose forces de l'ordre et insurgés d'ethnie malaise et de religion musulmane. L'explosion s'est produite la veille d'un long week-end férié et après un défilé de mode. Elle aurait pu faire beaucoup plus de victimes. Les tornades qui ont dévasté le Midwest américain ont fait 2 morts dans l'Illinois, l'État le plus touché. Dans plusieurs villes, des maisons ont été littéralement arrachées de leurs fondations. Les tornades ont aussi fait une dizaine de blessés dans le nord de l'Illinois. Les États de l'Ohio et de l'Iowa ont aussi été frappés et de nombreux autres États ont été balayés par des vents violents accompagnés de chutes de neige au nord. C'est une réplique exceptionnelle d'un site exceptionnel. La grotte Chauvet en Ardèche, qui abrite des dessins rupestres vieux de 36 000 ans, a été reproduite à l'identique ou presque, à environ 1 km à vol d'oiseau de l'original. Des techniques ultramodernes comme la 3D ont permis de reconstituer l'ambiance de la grotte paléolithique, dont la température et l'hygrométrie, ainsi que les multiples figures, notamment animales, qui ornent ces murs. 1000 dessins ont ainsi été reproduits au charbon de bois, comme le faisaient nos ancêtres
Ce nouveau site, baptisé la caverne du Pont d'Arc, comprend 5 bâtiments, dont un pôle pédagogique. Il sera ouvert au public le 25 avril. Nous avons travaillé là avec des sculpteurs, nous avons travaillé là avec des faussaires, avec des peintres, nous avons travaillé avec des experts qui ont reconstitué totalement la grotte Chauvet. Et ce lieu, justement, sera ouvert à l'humanité. Chacun pourra y venir. Et quand vous visiterez la caverne du Pont d'Arc, vous ne vous rendrez pas compte en réalité que c'est une réplique, tellement que les lieux sont magiques, très bien faits évidemment. Elle s'est trouvée au sommet d'un puits. Et donc elle nous a agrandi de derrière pour qu'on puisse nous se faufiler et passer. Et puis là, après, comme il y avait un puits, il a fallu aller chercher une échelle. Et à partir de là, donc on est retourné au véhicule, chercher une échelle. Et quand on a descendu le puits, on s'est trouvé devant une très grande cavité. Et on ne s'y attendait pas. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Le ministre de l'Intérieur au chevet des agents des FSI blessés lors du coup de filet dans les milieux djihadistes de Tripoli. Nohad El Machnouk est catégorique qu'aucun suspect ou repris de justice ne sera épargné, quelle que soit sa confession ou son affiliation politique. Nouvel échec des pourparlers entre représentants du gouvernement syrien et une partie de l'opposition à Moscou. Les délégations se sont séparées sans fixer de date pour leur prochaine rencontre. En Égypte, la justice confirme la peine de mort à l'encontre du guide suprême des frères musulmans, Mohamed Badia. Une décision qui concerne aussi d'autres membres de la confrérie, accusés comme lui d'avoir cherché à déstabiliser le pouvoir égyptien. Et puis Barack Obama et Raúl Castro se serrent la main en marge du sommet des Amériques à Panama. Un geste très attendu après le rapprochement de Washington et de la Havane. Les présidents américains et cubains doivent s'entretenir dans les prochaines heures. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Vous retrouverez Serge Barbery à la barre du prochain JT. Très bonne suite de soirée.